Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'une question que tout le monde se pose. Où va notre économie française? Où va notre douce France? C'est vrai qu'avec les grèves qui n'en finissent plus, on a l'inflation également qui ne cesse de flamber, les taux d'intérêt qui augmentent, maintenant les prix de l'immobilier qui baissent, on en avait parlé déjà ici même et ça se confirme, on a les risques de récession qui reviennent, on est en droit de se poser la question, où allons-nous? Et puis surtout, combien ça va nous coûter tout ça? Parce que là aussi, on a des conséquences sur l'activité, sur l'emploi et qui peuvent être durables. Donc on va se poser la question, on va bien sûr essayer d'y répondre, sachant qu'aujourd'hui, on le voit, on le verra tout à l'heure, il y a des pays qui s'en sortent au niveau mondial, et attention, il y aura des surprises, on le verra tout à l'heure, c'est pas politiquement correct, mais on dira la vérité, ce sont des chiffres tout à fait objectifs, et vous verrez que malheureusement, c'est pas du tout ce que certains pouvaient escompter. Alors, on va regarder ça dans le détail, comme d'habitude, en toute objectivité, avec bien sûr des graphiques réalisés sans trucage. Encore une fois, je le dis à chaque fois, on me dit mais pourquoi vous le dites à chaque fois? C'est important de le dire parce qu'il y a tellement de trucage aujourd'hui un peu partout. Donc si nous sommes là, c'est pour ceci, c'est pour dire la vérité. D'ailleurs, merci encore pour votre fidélité. On a dépassé les 75 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Continuez bien entendu de vous abonner, de faire abonner, c'est formidable. Encore une fois, la vérité finira par l'emporter. Alors on commence tout de suite avec le coût de cette grève. Alors comment on peut estimer le coût d'une grève dure, comme c'est ce que nous vivons aujourd'hui en France? En fait, il y a deux coûts. Il y a le coût direct et les coûts indirect. Alors le coût direct, c'est quoi? C'est tout simplement la baisse de l'activité. En gros, il faut savoir qu'au niveau national, au niveau de la France, nous avons un PIB annuel de 2650 milliards d'euros. Inflation comprise, bien entendu. Bon, c'est déjà pas mal, mais surtout, combien représente cette création de richesse chaque jour? Alors bien entendu, chaque jour ouvré, parce que c'est sûr qu'on crée moins de richesse les jours fériés que les jours ouvrés, et donc on est autour des 10 milliards d'euros de création de richesse par jour ouvré, tout simplement. Donc à partir de là, s'il y a une grève dure, la question est de savoir de combien baisse l'activité. 10%, 20%, parfois c'est même plus. On va dire c'est autour des 10 à 15% de baisse de l'activité. Donc 10 à 15% de 10 milliards, ça fait entre 1 et 1,5 milliard d'euros, 2 milliards au maximum. Alors évidemment, on se dit après, oui, mais on va récupérer ce qu'on n'a pas fait la veille ou le lendemain, certes. Alors, sauf que quand la grève dure, là c'est plus compliqué de récupérer. Puis il y a des dépenses qu'on ne peut pas récupérer. Par exemple, la restauration, ce que vous n'avez pas consommé le jour de grève, vous n'avez pas allé 2 fois au restaurant le jour suivant. Pareil pour l'hôtellerie. Pareil pour également énormément de métiers. C'est là où aujourd'hui, quand on me dit oui, mais il y a les effets du télétravail, le vélo, c'est formidable. Enfin, ça, ce sont quand même des remarques de bobos parisiens, excusez-moi. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas prendre le vélo pour aller travailler. Quand on a 10 ou 15 ou 20 km à faire, même si on est très bon en vélo, c'est quand même un petit peu compliqué. Et pareil sur le télétravail, tous les métiers ne sont pas télétravaillables, bien entendu. On parlait de la restauration, de l'hôtellerie, de l'industrie. C'est compliqué de créer des biens industriels depuis son appartement. Donc on comprend bien que c'est ça aujourd'hui le vrai impact. Il y a beaucoup de postes qui, encore une fois, ne peuvent pas être mis en télétravail. Et puis surtout, on l'a vu, avec le télétravail, la productivité souvent a baissé. Donc il n'y a pas d'efficacité économique. Donc tout ça pour dire que oui, il y a un vrai coût autour, on va dire, minimum de 1 milliard d'euros par jour, chaque jour de grève. Même si ensuite on peut récupérer, mais si la grève dure encore une fois très longtemps, alors là, ça peut s'accumuler, ça peut être extrêmement douloureux, sachant que nous sommes déjà sur une situation très fragile, et donc ça va aggraver la situation donc, de l'économie française. D'autant que, comme nous le voyons, et ça on va passer maintenant aux effets indirects, je pense que ça c'est le plus important, les ménages sont extrêmement inquiets. Au-delà de la réforme ou de la réformette des retraites, les ménages sont inquiets quant à leur pouvoir d'achat. Et on le voit très bien avec l'indicateur de confiance des ménages. On a ici le mois de février, ça a encore baissé, donc on est quasiment sur des plus bas historiques qu'on avait atteints donc, à l'automne dernier. Vous voyez, c'est plus bas que pendant le Covid, plus bas que pendant les Gilets jaunes. Il faut remonter aux vagues d'attentats pour retrouver plus bas. Mais tout ça pour dire que malheureusement, on a une confiance des ménages qui est extrêmement faible. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, est de nature à aggraver cette baisse de la confiance. Et là, bien entendu, on peut avoir, même si la réforme passe, un effet délétère sur la confiance et les ménages n'auront pas forcément envie de consommer et peut-être même les moyens de consommer. Donc c'est là où on arrive effectivement aux effets indirects et qui peuvent être beaucoup plus dangereux et beaucoup plus élevés que les coûts directs. Alors donc ces coûts indirects, on vient de le voir, c'est cette baisse de confiance des ménages avec peut-être effectivement un effet gilet jaune là aussi, qui peut revenir, qui peut s'installer, puisque beaucoup de ménages français aujourd'hui, on le voit malheureusement, ont des difficultés pour consommer les biens du quotidien. On voit malheureusement l'augmentation des vols finalement de biens alimentaires dans les supermarchés. Des gens qui malheureusement sont acculés à voler. Alors évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire, bien entendu, il faut tout faire pour éviter. Moi, je viens des cités HLM d'Orly, donc je peux vous dire que j'ai eu la chance de jamais voler, j'ai toujours résisté, notamment grâce à mes parents, je les en remercie, bien entendu, même s'ils sont plus là, mais je les en remercie quand même.
pour dire tout ça que c'est vrai que c'est pas une solution, mais malheureusement, il y a des Français qui sont en train de le faire. Donc ça montre bien que nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. Ce n'est pas digne d'un pays comme la France, qui a quasiment 60% de son PIB de dépenses publiques, 23% de son PIB de dépenses sociales, et on arrive quand même à cette situation extrême, donc d'appauvrissement de la classe moyenne, et ça c'est extrêmement dangereux, hein. C'est ça l'effet gilet jaune. Et donc, bien entendu, cette grève, si elle dure, ça peut générer ces effets qui vont là aussi s'installer dans le pays et casser bien sûr l'activité économique et donc la croissance. Deuxième effet indirect, c'est le fait que on n'est plus tellement crédible. C'est-à-dire que là, pour faire passer une réformette, on voit qu'on n'y arrive pas. Les gouvernements français, c'est pas que celui-ci, mais notamment celui-ci, ne sont pas crédibles finalement. Et donc là aussi, ça peut générer une augmentation des taux d'intérêt. On se dit de toute façon, les Français, ils réussiront jamais à réduire la dette publique. Donc les investisseurs vont demander des taux d'intérêt plus élevés. N'oublions pas que la moitié de notre dette publique, même un peu plus, est détenu par des acteurs étrangers, des non-résidents, notamment ce qu'on appelle les marchés financiers, entre guillemets. Mais c'est vrai que si jamais ils n'ont pas confiance dans notre capacité de réduire notre dette, ils vont demander des taux d'intérêt plus élevés. Avant, ça ne se voyait pas parce que c'était la BCE qui finançait. Maintenant, c'est plus le cas. Donc là, attention, les taux d'intérêt vont augmenter. Et si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'investissement, ça casse la consommation, et donc ça aggrave évidemment la récession, ce qui génère ensuite une augmentation du chômage. Et puis alors, si la France, évidemment, n'y arrive pas, ça peut réactiver la crise de la dette publique de l'ensemble de la zone euro. Ça, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais la zone euro également est en sursis. Pour l'instant, on calme un petit peu le jeu, etc. On ne veut pas voir la réalité, mais il y a quand même énormément de dangers pour l'ensemble de la zone euro. Et c'est en cela que, j'ai envie de dire, le gouvernement est pris à son propre piège. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux solutions. Soit la grève et les blocages s'installent durablement, et là, à ce moment-là, on vient de le voir, il y aura des coûts directs et des coûts indirects, et donc la récession va revenir, va s'installer, le chômage va augmenter, on voit que les défaillances d'entreprises augmentent de plus de 51% sur un an, donc ça va évidemment continuer, et donc là, bien entendu, notre économie va avoir des graves difficultés. Donc ça, c'est le premier scénario, la grève dure parce qu'on maintient la réforme de la retraite. Et l'autre scénario, c'est que on retire la réforme de la retraite ou on la reporte, et là, évidemment, ça casse encore une fois notre crédibilité, et donc à ce moment-là, les taux d'intérêt augmentent, ce qui fait donc de la récession et du chômage. Donc c'est triste à dire, j'ai envie de dire, mais dans tous les cas, malheureusement, nous sommes sur une situation où l'économie française va souffrir dans les prochains mois, voire les prochaines années, et encore une fois, tout ça pour une réformette. Ne l'oublions pas, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, si vous vous souvenez, en disant ce coup de poker incroyable, de dire voilà, on va faire la réforme de la retraite, quoi qu'il en coûte, ou quoi qu'il arrive, entre guillemets, on voit bien qu'aujourd'hui, il y aura des coûts inévitable, malheureusement. Alors, si d'ailleurs on avait une réforme profonde du système des retraites, on aurait pu dire, bon, pourquoi pas, peut-être le jour on aurait volé la chandelle, mais là on voit bien que c'est une réformette, qui d'ailleurs, on devrait faire dans 5 ans une autre réforme, parce que, comme vous le savez, cette réforme des retraites table sur une croissance de l'ordre de 2,5% et un taux de chômage à 5%, donc comme on n'y sera pas, évidemment, on verra bien dans quelques années qu'il y aura toujours ce trou des retraites qui sera là, bien entendu, et puis surtout, le problème c'est qu'on ne peut pas imposer aux Français, il faut les laisser, il faut leur donner un degré de liberté. Moi, c'est ce que je préconise depuis très longtemps, permettre justement aux Français de choisir leur âge de départ à la retraite et puis d'avoir une retraite en conséquence, et également de les aider avec des fonds de retraite qui permettraient justement de soutenir leur retraite, mais de responsabiliser les Français par rapport à leur retraite. C'est ça aujourd'hui le plus important. Malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas, et vouloir imposer les choses, évidemment, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Donc c'est ce qui fait qu'on a un risque malheureusement durable sur l'économie française, d'autant que ne l'oublions pas, vous savez qu'on le répète à chaque fois, mais c'est important, la dette publique française ne cesse d'augmenter, on est bientôt à 3 000 milliards d'euros de dette, sans compter le paiement des retraites des fonctionnaires, ça il faut bien le savoir, sinon évidemment on va bien au-delà. Donc on est aujourd'hui à 113% donc, du PIB, vous voyez, ça c'est le top 5 de la zone euro, évidemment la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la France, et donc ce qui fait que le volcan de la crise de la dette publique n'est que endormi, il peut se réveiller à tout moment, et si la France justement dérape, à ce moment-là on peut avoir une crise de la zone euro qui s'installe de nouveau, et notamment pour les pays du Sud, qui fera extrêmement mal globalement sur l'ensemble de la zone euro. N'oublions pas qu'il y a toujours des dissensions très fortes entre l'Allemagne, on va dire les pays du Nord et puis les pays du Sud. Alors est-ce que nous, la France, on est un pays du Sud? C'est tout le problème. Selon ce graphique, oui. Donc ce qui veut dire que là aussi, on aurait de graves difficultés pour maintenir la stabilité de la zone euro. Et donc on le voit tous les jours, ça a déjà commencé, les taux d'intérêt augmentent. C'est vrai que quasiment toutes les semaines on en parle, mais c'est important parce que ça c'est la clé de notre avenir. On a les taux d'intérêt de la dette publique. Alors vous voyez qu'on a augmenté, on était à moins 0,4% il y a
il y a 2 ans. Hein, maintenant, on est donc à 3,2%. On a dépassé les 3,2% il y a quelques jours. Donc là, on se maintient, vous voyez, alors chaque semaine, vous voyez, on dépasse des nouveaux sommets, des plus hauts, donc depuis janvier 2012, hein, finalement. Donc ce qui montre bien que là aussi, attention, on a une situation qui risque de nous coûter cher sur l'activité. Et si demain, on a une crise, bien sûr, de la dette publique qui revient, les taux d'intérêt peuvent aller au-delà, 4, 5%. Et là, ça nous génère évidemment une récession extrêmement dramatique. Alors, en plus de cela, on a une situation en toile de fond d'inflation forte, là aussi, qui n'en finit pas. Et c'est intéressant de voir, parce que dernièrement, je faisais un débat là sur BFM TV, et un député m'a dit non mais la France est le pays où il y a le moins d'inflation de la zone euro. Eh ben non, c'est plus le cas, ça a été le cas pendant quelques mois grâce au bouclier tarifaire, mais non, ce n'est plus le cas. Et donc, vous voyez, ça c'est l'inflation française, donc on est à 7,2% aux normes Eurostat, ça c'est l'inflation de la zone euro, elle est toujours très forte, on est à 8,5%, mais vous voyez que l'écart se réduit. Vous voyez, il y a quelques mois, on avait 10,6% dans la zone euro, alors que nous on était à 6,2, donc il y avait un écart, là, ça y est, l'écart se réduit, vous voyez, on est quasiment 1 point d'écart entre la France et la zone euro. Ben oui, parce que tous les effets un petit peu factices du bouclier tarifaire sont en train de disparaître. Et donc, si vous regardez l'ensemble des pays de la zone euro, les voici. Alors, bien sûr, on a toujours les pays baltes, hein, on a une inflation donc entre 15 et 20%. On a toujours voilà, l'Autriche, l'Italie autour des 10%. Donc là, la zone euro, vous voyez, on est à 8,5%. Et la France, vous voyez, 7,2%. Donc, vous voyez, on est, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, on est le 7e pays, on n'est plus le pays où il y a le moins d'inflation de la zone euro. Donc il faut arrêter de dire ça. D'ailleurs, je le dis aux députés, je dis il ne faut plus dire ça parce que ce n'est pas le cas. Hein. Ça, c'est le dernier chiffre du mois de février. Non, la France n'est plus le pays où il y a le moins d'inflation. Et surtout, ça va continuer. C'est-à-dire que l'inflation de la zone euro va rester élevée, mais va se stabiliser, alors que nous, on peut continuer d'augmenter. Alors justement, pourquoi l'inflation va continuer d'augmenter? C'est très simple, hein. L'inflation, je le dis souvent, c'est comme le dentifrice, c'est-à-dire une fois qu'il est sorti du tube, on ne peut pas le remettre. Hein. Faire le test si vous voulez, hein, ça ne marche pas. Donc c'est vrai qu'on a laissé filer l'inflation, nos dirigeants, hein, encore une fois, que ce soit politique et monétaire, ils ont laissé filer l'inflation dès 2021, et puis également en 2022, ils ont réagi évidemment avec beaucoup de retard, et donc ce qui fait que l'inflation est devenue tout simplement incontrôlable, on n'arrive plus à la contrôler. Et maintenant, évidemment, on voit, on a la répercussion donc de l'augmentation des coûts de production des entreprises, alors pas celle du CAC 40, hein, mais vous savez, aujourd'hui 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc pour beaucoup d'entreprises, elles sont, j'ai envie de dire, à la limite, hein, elles ont des fins de mois difficiles, donc des fois elles sont obligées de répercuter sur les prix de vente ou pas, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Puis après il y aura, donc ça c'est ce qu'on vit actuellement, donc c'est pourquoi la répercussion de la hausse des coûts sur les prix est en train d'arriver, et ensuite on aura normalement une hausse des salaires qui là aussi commence à arriver, et qui va aussi se traduire par une augmentation de l'inflation. Donc vous voyez, on a un cercle pernicieux qui est en train de s'installer, donc l'inflation va durer. Alors bien sûr, la Banque centrale européenne va continuer d'augmenter les taux d'intérêt, mais ça ne sert pas à grand chose, hein, puisque effectivement l'inflation s'est installée. Et donc, c'est triste à dire, comment ça va se terminer, malheureusement, c'est que l'inflation est tellement forte que ça va finir, et ça a déjà commencé par casser la consommation, donc le chiffre d'affaires des entreprises va baisser, donc les entreprises, évidemment, vous risquent de déposer le bilan, hein, sachant qu'elles ont été artificiellement soutenues pour beaucoup d'entre elles pendant le coronavirus. Là, aujourd'hui, on voit, c'est pourquoi les défaillances flambent, et donc à partir de là, on aura une récession qui va s'installer. Donc c'est comme ça, malheureusement, dans l'histoire, hein, de l'humanité, qu'on sort des phases de forte inflation. L'inflation est tellement forte qu'elle casse la consommation, qu'elle génère une récession. Donc après, la demande baisse, et là, les prix baissent. Donc voilà, c'est triste à dire, mais voilà ce que nous payons, encore une fois, voilà le coût, parce que nos dirigeants n'ont pas pris, encore une fois, le taureau par les cornes, n'ont pas pris, encore une fois, n'ont pas été à l'aune, hein, je dirais, des dangers inflationnistes que j'annonçais ici même, hein, donc dès 2021, puis on riait au nez à l'époque. On voit aujourd'hui où nous en sommes. Merci beaucoup de ne pas nous avoir écoutés. Alors, pour terminer, on dit souvent que de présenter que des mauvaises nouvelles, je vais vous donner une bonne nouvelle, voilà, pour terminer, enfin, une semi-bonne nouvelle au niveau mondial. Vous savez que les chiffres des directeurs d'achat viennent de sortir, donc ce sont des données d'enquête, certes, mais on interroge les directeurs d'achat dans le monde, et ils nous disent, voilà, là j'ai une activité qui remonte, qui baisse, etc. Donc c'est très simple, il y a une barre à 50, au-dessus des 50, c'est la croissance de l'activité, en deçà, c'est le recul de l'activité. Et donc, voici aujourd'hui les chiffres du mois de février qui viennent de sortir. Donc la bonne nouvelle, c'est que on a aujourd'hui le monde, hein, qui a redressé, on est à 52,1. Donc l'indicateur monde, alors qu'on était en récession depuis plusieurs mois, là on est sur un plus haut depuis 8 mois. Donc ça c'est la bonne nouvelle. L'indicateur monde des directeurs d'achat, donc tous secteurs confondus, est donc à 52,1. Donc ça y est,
elle a retrouvé le chemin de la croissance. Ça, c'est évidemment la bonne nouvelle. Après, on va regarder le détail. Qui s'en sort le mieux? Alors, c'est assez évidemment l'Arabie Saoudite. C'est là où il y a le plus fort dynamisme, hein, 59,8. Après, on a toujours l'Inde, 59. Ça fait déjà plusieurs mois que l'Inde est le leader de la croissance mondiale, hein, devant même la Chine. L'Inde qui a beaucoup profité de la guerre en Ukraine, justement, parce qu'elle a profité, elle a acheté du pétrole russe, que personne n'en voulait. Elle l'a raffiné, ensuite elle a revendu à l'Europe, notamment. Donc voilà, mais enfin bon, on va dire, bon, c'est pas du pétrole russe, tout va bien. Mais toujours est-il qu'effectivement, l'Inde a profité de cette croissance forte. Elle a également pris des parts de marché à la Chine, qui avait bloqué complètement son économie. Et donc, c'est ce qui fait que l'Inde va bien. Après, surprise, l'Espagne, 55,7. Ben oui, on voit bien que le fait qu'on ait une baisse des prix de l'énergie, parce que l'Espagne et le Portugal sont sortis des accords européens, donc voilà, ça a permis de relancer la machine. On a évidemment l'Irlande, bon ça on sait pourquoi, l'Irlande est un paradis fiscal, donc qui attire évidemment les capitaux, donc en train de revenir. La Chine qui est en train de redémarrer, 54,2, ben oui, ils ont enfin ouvert leur pays, donc ça y est, ça va beaucoup mieux. Il y a une dynamique chinoise qui est en train de revenir, et surprise. Alors, encore une fois, ce sont des chiffres, vous voyez, c'est Standard & Poor's Global et JP Morgan, hein, donc c'est américain, c'est même pas des chiffres russes que vous voulez. Donc la Russie, surprise, qui était donc en récession, effectivement, les 2 derniers mois, 53,1. Encore une fois, ça c'est l'indicateur industrie plus service plus construction, c'est l'indicateur global. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable, parce qu'on devait, hein, selon certains, faire s'effondrer, encore une fois, la Russie. Il y a encore des économistes qui disent, oui, c'est bien, les sanctions, ça marche, c'est formidable. Bon, il y a un petit problème, hein, encore une fois. On voit bien que c'est pas forcément la solution. La solution, c'est d'arrêter la guerre, hein, c'est clair. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que la Russie aille si mal que certains le souhaiteraient. Et donc c'est tout le problème. C'est que malheureusement, nous ne sommes pas, encore une fois, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Ensuite, on a le Royaume-Uni aussi, on les avait enterrés un peu vite. Eux aussi, vous voyez, ils sont en train de redémarrer. Et donc l'Italie également, ça va un peu mieux. La Chine qui redémarre, il y a beaucoup de liens avec l'Italie, là aussi ça va un petit peu mieux. Et puis malheureusement, après on a d'autres pays où ça va moins bien, c'est les perdants. Et là évidemment, on a bien sûr la zone euro, alors ça va mieux, hein, c'est-à-dire vous voyez, on est à 52 au niveau global, donc c'est vrai qu'on est sorti là aussi de la récession, tant mieux. La France 51,7, vous voyez, c'est juste, hein, c'est vraiment à la frontière, et si jamais évidemment la récession revient, c'est-à-dire à cause de déblocages, ça fera mal bien entendu. Après vous voyez, on a l'Allemagne 50,7, alors ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a plus de pays sous la barre des 50, les Américains sont vraiment à la frontière, 50,1, l'Allemagne 50,7, moi j'ai mis le Canada également 50,8, le Canada qui a très bien fonctionné au mois de janvier 2023, mais là aussi, hein, les taux d'intérêt qui ont augmenté, ça a joué sur le Canada. Donc, comme je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs canadiens, donc voilà, c'est en train là aussi de baisser. Ça ralentit, hein, c'est pas la récession, mais ça ralentit nettement. Le seul pays qui pour l'instant reste en récession, c'est le Brésil. Évidemment, hein, il y a les problèmes qu'on a vus sur les élections, etc. Donc le Brésil a du mal à redémarrer. J'espère pour eux que ça reviendra, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a d'un côté les gagnants et les perdants. Puis alors, si on regarde dans le détail, il faut savoir que malheureusement pour nous, la récession industrielle est toujours là. Quand je dis pour nous, c'est bien sûr la zone euro et les Français. Donc il y a quand même des pays qui s'en sortent au niveau de l'industrie. Vous voyez l'Italie qui redémarre, hein, notamment également grâce à la Chine. Vous voyez que l'Italie qui a misé quand même sur son industrie, finalement c'est pas si mauvais que ça. La Grèce, même la Grèce, vous voyez, qui repart en phase de croissance. L'Irlande, l'Espagne, juste, hein, ça c'est l'industrie. Puis après vous avez tous les pays qui sont évidemment en récession industrielle. Les Pays-Bas, la zone euro, 48,5. La France, vous voyez, toujours récession industrielle. On a eu le chiffre de la production industrielle là, dernièrement qui montre qu'une forte baisse. L'Autriche et évidemment toujours l'Allemagne. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'industrie, il y a toujours une récession. Les services sauvent un petit peu les meubles, mais ça reste quand même extrêmement dangereux. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. On a une situation quand même très compliquée, avec quand même beaucoup de dangers. Et c'est vrai que ces grèves, ces blocages ne vont pas arranger les choses. Et donc c'est sûr qu'on va avoir, encore une fois, des semaines et des mois difficiles. Je suis désolé, je ne vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. Alors on m'a dit oui, mais les marchés continuent de flamber. C'est vrai, c'est une nouvelle bulle. Alors on voit que les banques centrales sont en train de dire on va quand même monter les taux d'intérêt, ce qui calme un petit peu les marchés boursiers. Mais voilà, c'est une nouvelle bulle qui est là. Elle prendra fin quand elle prendra fin, on ne va pas se battre contre le vent. Ce qui est important, c'est notre économie aujourd'hui qui souffre un petit peu et qui va malheureusement continuer de souffrir, sauf si un jour on prend les bonnes mesures, évidemment, et pour restaurer la confiance, il faudrait bien sûr donner du pouvoir d'achat en baissant les impôts, en baissant la CSG ou en baissant les taxes qui pèsent sur certains produits. Et là, on redorera le blason de la consommation et de la croissance. Voilà, on sait comment faire, après il faut avoir le courage de le faire, et pour l'instant ce n'est pas le cas. En attendant, nous sommes là, donc on continuera de vous dire la vérité économique. Merci pour votre fidélité, portez-vous bien, bonne continuation, et merci encore une fois pour tout, et à très bientôt.